Dans la ville prospère de Ngombe, la famille Mabunda vivait une vie paisible et privilégiée. Moana, la mère de 3 enfants, gérait un magasin de textiles réputé en plein cœur du marché central. Son mari, Lemba, était un architecte renommé, souvent en déplacement pour superviser des projets dans toute la ville. Leurs enfants, Nando, âgé de 11 ans, Kina, âgé de 8 ans, et le petit bébé de 6 mois, Isako, formaient une famille modèle. C'était un matin ordinaire à Ngombe, mais une tension sourde régnait dans l'air. Depuis plusieurs semaines, la ville était agitée par des manifestations contre la corruption du gouvernement local. Les gens étaient en colère, et l'atmosphère devenait de plus en plus explosive. Cependant, la famille Mabunda ne se doutait pas que ce jour-là serait le début de leur cauchemar. Alors que Lemba était au travail et Moana au magasin, les deux aînés, Nando et Kina, étaient à l'école, et la petite Isako était sous la garde de la fidèle servante, Safi, à la maison. Le centre-ville se trouvait être au cœur des tensions politiques, mais jamais la famille n'aurait imaginé que la violence pouvait atteindre leurs portes. Lorsque la manifestation s'est transformée en véritable guerre civile, Ngombe bascula dans le chaos. Des pillages, des incendies et des émeutes éclatèrent dans chaque coin de la ville. Moana, paniqué en entendant les premières explosions et les cris dans les rues, s'empressa de quitter son magasin pour rejoindre ses enfants à l'école. Sur le chemin, elle réussit à récupérer Nando et Kina, mais les rues devenaient de plus en plus impraticables. Cependant, l'accès à leur maison, située au centre de la ville, était devenu impossible. Des groupes armés avaient pris d'assaut les quartiers résidentiels, pillant tout sur leur passage. Lorsque Moana et son mari, accompagnés de leurs 2 autres enfants, tentèrent de récupérer le bébé et la servante, ils aperçurent au loin leur maison en flammes. Impuissants, ils n'eurent d'autre choix que de fuir vers une autre ville paisible avec Nando et Kina, sans savoir ce qu'étaient devenus leur bébé et la servante. Après la tragédie qui frappa leur foyer à Ngombe, la famille Mabunda se réfugia dans la ville paisible de Mfumu, à des kilomètres de l'horreur qu'ils avaient laissée derrière eux. Mfumu était une petite ville tranquille, épargnée par les violences de la guerre civile. C'était là que Moana et Lemba avaient décidé de reconstruire leur vie, bien que la perte de leur bébé et de tout ce qu'ils possédaient pesa lourd sur leur cœur. Malgré la douleur et les souvenirs encore vifs, ils avaient choisi de se battre pour offrir un avenir à leurs 2 enfants restants, Nando et Kina. Ils se résignèrent à laisser derrière eux ce qu'ils ne pouvaient plus changer. Moana, le cœur brisé, se lança corps et âme dans la reconstruction de leur magasin de textile. Avec le soutien de son mari, elle bâtit lentement mais sûrement une nouvelle entreprise qui commença à prospérer, tandis que Nando et Kina reprenaient leurs études dans une nouvelle école. Les mois passèrent, puis une année entière. La douleur de la perte d'Isako ne disparaissait jamais tout à fait, mais la vie reprenait son cours. Peu à peu, le nouveau magasin de Moana gagna en notoriété dans Mfumu. Ses étoffes étaient les plus recherchées et le succès de leur entreprise ne cessait de croître. Lemba, quant à lui, retrouva son travail dans le domaine de l'architecture, participant à la modernisation de plusieurs infrastructures locales. 12 ans plus tard, le vent avait définitivement tourné pour la famille Mabunda. Nando, désormais âgé de 23 ans, et Kina, âgé de 20 ans, étaient inscrits dans la meilleure université de Mfumu. Leur vie semblait parfaite de l'extérieur, une entreprise florissante, des études prestigieuses et une famille soudée. Pourtant, sous cette façade de réussite, des cicatrices profondes demeuraient, invisibles aux yeux du monde. La disparition d'Isako restait un mystère douloureux, une plaie jamais refermée. Le magasin de textile de Moana était devenu l'un des plus grands de la région, attirant des clients de tout Mfumu et au-delà. Moana et Lemba étaient respectés, vus comme des piliers de la communauté. Pourtant, le succès n'effaçait pas les souvenirs. Chaque sourire masquait une douleur silencieuse, et chaque victoire commerciale cachait un souvenir d'un bébé perdu, laissé derrière dans une ville en flammes. Avec le succès grandissant de leur magasin de textile et les études exigeantes de Nando et Kina, Moana et Lemba se retrouvèrent submergés par leurs responsabilités. La gestion de la maison devenait de plus en plus difficile, et Moana en ressentait particulièrement le poids. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur salon, Moana, épuisée,
décida d'en parler à son mari. Moina, chérie, je pense qu'il nous faudrait une aide à la maison. Nous n'avons plus le temps de nous occuper du ménage et de la cuisine avec tout ce qui se passe. Tu ne crois pas qu'on devrait engager quelqu'un? Lemba, tu as raison, ma chérie. Nous avons besoin d'une femme de ménage. Peut-être que notre voisine pourrait nous aider à trouver quelqu'un de fiable. Le lendemain, Moina se rendit chez leur voisine, Madame Kalima, pour lui demander si elle connaissait quelqu'un capable de s'occuper de la maison. Après avoir écouté la demande, Kalima secoua la tête doucement. Madame Kalima, je ne connais personne ici à Mfumu qui pourrait vous convenir. Mais il y a bien une dame dans mon village natal à Kamba qui pourrait peut-être vous aider. Intriguée, Moina écouta attentivement. Madame Kalima, cette pauvre femme a une fille de 12 ans. Malheureusement, elle est si pauvre qu'elle ne peut pas envoyer sa fille à l'école, ni même la nourrir correctement. Elle serait ravie de trouver une famille bienveillante qui pourrait prendre soin de sa fille. En échange, la petite pourrait faire les tâches ménagères le matin et préparer la nourriture. Et l'après-midi, vous pourriez la laisser aller à l'école. C'est une manière de l'aider, et elle pourrait vous soulager en retour. Moina, touchée par l'histoire de cette jeune fille, réfléchit un moment avant de répondre. Cela semblait être la solution parfaite. Une manière d'aider cette famille pauvre, tout en bénéficiant d'une aide précieuse à la maison. Elle en parla à Lemba le soir même. Moina. Madame Kalima m'a parlé d'une petite fille de 12 ans. Elle est pauvre et n'a jamais pu aller à l'école. Je pense que nous devrions l'aider et l'accueillir chez nous. Lemba approuva immédiatement l'idée. Ils décidèrent alors d'accepter l'offre et de demander à Kalima de les mettre en contact avec la mère de la petite. Quelques jours plus tard, la décision fut prise. Moina et Lemba allaient en faire venir la jeune fille du village de Kamba pour l'intégrer dans leur foyer. Quelques semaines après la décision de Moina et Lemba, la petite fille de 12 ans, nommée Tala, fit son entrée dans la grande maison des Mabunda. Timide et frêle, Tala avait les yeux remplis d'espoir en découvrant son nouveau foyer. Moina et son mari l'accueillirent avec chaleur au départ, et les enfants Nando et Kina semblaient également curieux et bienveillants à son égard. Pendant les premières semaines, tout semblait aller pour le mieux. Tala s'occupait des tâches ménagères le matin et allait à l'école l'après-midi, comme cela avait été promis à sa mère. Elle portait des vêtements corrects et mangeait à table avec la famille. Les rires de Nando et Kina résonnaient dans la maison, et Tala commençait à s'imaginer une vie meilleure, loin de la pauvreté dans laquelle elle avait grandi. Cependant, très vite, la situation changea brutalement. Moina et sa fille, Kina, commencèrent à se lasser de l'innocence et de la présence de Tala dans leur maison. Peu à peu, Moina ne voyait plus en elle qu'un fardeau. Le mépris s'insinua dans son cœur, transformant la bienveillance du début en une cruauté glaciale. Tout commença avec des remarques cinglantes sur la lenteur de Tala à accomplir ses tâches. Moina, tu es aussi inutile que ta mère. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai amenée ici. Tu es censée m'aider, pas traîner comme une mendiante. Kina, prenant exemple sur sa mère, se mit à humilier Tala. Elle lui jetait ses vieux vêtements à la figure en disant « Kina, tiens, prends ça. C'est mieux que les haillons que tu portes. Mais je doute que tu saches comment bien t'habiller de toute façon. » Les jours se transformèrent en un cauchemar pour Tala. Madame Moina arrêta de l'envoyer à l'école, arguant qu'elle devait désormais se concentrer sur le ménage. Chaque jour, Tala se réveillait avant l'aube pour récurer la maison, laver les vêtements et préparer les repas. Pourtant, peu importe combien elle travaillait dur, Moina n'était jamais satisfaite. « Moina, regarde-moi ça. Tu as encore raté cette tâche. Tu es vraiment bonne à rien. » Le soir, après avoir travaillé sans relâche, elle mangeait à peine les restes des repas de la famille, souvent à même le sol, loin de la table où Moina, Lemba, Nando et Kina dînaient. Quand elle demandait des vêtements propres, Moina ne lui donnait que ceux que Kina ne voulait plus porter, souvent déchirés ou trop usés. Tala se promenait en haillons, portant des sandales abîmées, celles que Kina avait abandonnées. Les coups devinrent fréquents. Lorsque Tala faisait une erreur, même minime, Moina n'hésitait pas à la frapper. Kina, quant à elle, la giflait pour le moindre faux pas. « Kina, tu penses vraiment que tu fais partie de cette famille? Tu n'es qu'une domestique. Rappelle-toi bien de ça. » Le contraste avec la promesse faite à la mère de Tala était cruel. Madame Moina avait promis de s'occuper de Tala, de l'envoyer à l'école,
de la nourrir et de l'habiller. Mais en réalité, Tala était devenue une esclave, exploitée et battue. Les pleurs de la jeune fille résonnaient souvent dans la nuit, mais personne n'entendait. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Cependant, Lemba et Nando, son mari et son fils, voyaient la situation d'un tout autre œil. Contrairement à Moana et Kina, ils avaient de l'affection pour Tala. Lemba, bien que souvent absent à cause de son travail, remarquait les marques sur les bras de la jeune fille, les ecchymoses dissimulées sous ses vêtements. Lemba, Moana, tu es trop dur avec cette fille. Elle fait de son mieux, et ce n'est encore qu'une enfant. Nando, maintenant un jeune homme de 23 ans, était encore plus affecté par la cruauté de sa mère et de sa sœur. Il prenait souvent la défense de Tala lorsqu'il voyait les abus. Nando, maman, arrête, c'est injuste. Tala fait tout ce que tu lui demandes. Pourquoi la traites-tu ainsi? Mais Moana, aveuglé par son arrogance et son mépris pour la pauvreté de Tala, rétorquait sèchement. Moana, ne te mêle pas de ça, Nando. Tu ne comprends rien. Cette fille doit apprendre à être utile si elle veut rester sous mon toit. Lemba et Nando faisaient de leur mieux pour protéger Tala, lui offrant des moments de répit quand ils le pouvaient. Ils lui donnaient parfois des vêtements neufs ou lui permettaient de se reposer, loin du regard inquisiteur de Moana et Kina. Mais Tala vivait dans la terreur constante. Chaque matin était une lutte pour survivre dans cette maison où elle n'était plus vue comme une personne, mais comme une simple servante, méprisée et battue. Les promesses d'une vie meilleure s'étaient transformées en cauchemars, et l'espoir d'une éducation et d'un avenir s'éloignait de jour en jour. 11 années s'étaient écoulées depuis que Tala avait été accueillie dans la maison des Mabunda. Alors que la vie des autres membres de la famille progressait, celle de Tala stagnait, enlisée dans une existence de servitude et de maltraitance. Moana, désormais à la tête d'une entreprise florissante de textile, avait forgé un véritable empire. Kina, sa fille, l'épaulait en tant que comptable, tandis que Nando était devenu un grand médecin respecté. Tala, elle, n'avait connu que la souffrance et l'exploitation. Son rêve d'aller à l'école, de s'épanouir comme les enfants de son âge, s'était éteint au fil des années. À 23 ans, elle savait à peine écrire son nom. Elle passait ses journées à s'occuper de la maison, à récurer les sols, à préparer les repas et à subir le mépris de Moana et Kina. Chaque matin, elle se demandait si elle avait la force de fuir cette prison. Mais à chaque fois, la même pensée revenait. Elle n'avait nulle part où aller. Un jour, alors qu'ils étaient réunis dans le salon après le dîner, Lemba décida qu'il était temps d'aborder le sujet avec sa femme. Il n'avait jamais compris pourquoi Moana refusait à Tala le droit à une éducation décente, surtout maintenant que leur situation financière était plus que stable. Nando, assis à côté de son père, partageait son avis. Ils étaient tous deux préoccupés par l'avenir de Tala. Lemba, Moana, il est temps de laisser Tala retourner à l'école. Elle a déjà perdu assez d'années. Maintenant qu'on a les moyens, pourquoi la priver de ça? Elle mérite une chance, comme nos enfants. Moana leva les yeux de son thé, un sourire sarcastique aux lèvres. Moana, une chance? Pourquoi faire, Lemba? Pour apprendre à écrire quelques mots? Elle sait déjà écrire son nom, et pour moi c'est plus que suffisant. Nando fronça les sourcils, indigné par la réponse de sa mère. Nando, maman, elle est capable de bien plus que ça. C'est une jeune femme maintenant. Elle a besoin d'apprendre, d'avoir une vie en dehors de cette maison. Moana posa sa tasse avec force, agacée. Moana, une vie en dehors de cette maison? Vous êtes ridicules, tous les deux. Tala a été amenée ici pour travailler, pour nous servir. Elle n'a pas besoin de savoir résoudre des équations ou lire des livres pour faire la cuisine ou nettoyer la maison. Lemba serra les poings, essayant de garder son calme. Lemba, mais elle mérite mieux que ça, Moana. On lui a promis une éducation quand elle est arrivée ici. Tu te souviens? Sa mère comptait sur nous. Un rire froid s'échappa des lèvres de Moana. Moana, ah oui, cette pauvre femme. Si ça ne tenait qu'à moi, Tala n'aurait jamais mis les pieds dans une école. Son rôle ici est clair, nettoyer, cuisiner et s'assurer que cette maison reste impeccable. Pourquoi gaspiller de l'argent pour une fille qui n'a d'avenir que dans un tablier de servante? Le silence pesant qui suivit fut brisé par la voix tendue de Nando. Nando, ce n'est pas juste, maman. Tu la traites comme une esclave. Elle mérite au moins d'apprendre,
de vivre sa propre vie. Moana le fusilla du regard, son ton devenant plus tranchant. Moana, sa propre vie? Quelle vie, Nando? Une vie de quoi? Elle ne sera jamais comme toi ou Kina. Elle a grandi dans la misère, et sans nous, elle serait probablement en train de mendier dans les rues. Alors tu devrais la remercier d'être ici, au lieu de me demander de la traiter comme une de nos enfants. Lemba soupira, sentant que la discussion n'allait nulle part. Mais avant de se lever, il tenta une dernière fois. Lemba, on peut au moins lui donner une chance, Moana. Juste une. Moana secoua la tête avec mépris. Moana. Non, Lemba. Tala restera ici pour faire ce pourquoi elle est venue, s'occuper de cette maison. C'est tout ce qu'elle sait faire, et c'est tout ce qu'elle fera. Lemba et Nando, impuissants, échangèrent un regard. Ils savaient que pour Tala, la situation ne changerait pas tant que Moana maintiendrait son emprise sur la maison. Et Tala, malgré ses rêves d'une vie différente, voyait son avenir se refermer sur elle, comme une prison dont elle ne pourrait jamais s'échapper.